journal d'information bimensuel du Parti de la France du 5 janvier 2015. Au nom de la rédaction de Réinfo et des instances dirigeantes du Parti de la France, permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux d'engagement et d'espérance, des vœux pour rendre la France aux Français. Voici donc le sommaire de ce 7e numéro de Réinfo. Bonne année qu'ils vous disent, tout en vous matraquant fiscalement un peu plus avec une liste des hausses de taxes et de tarifs qui vous attendaient au matin du 1er janvier. Agirc, Arco, les caisses de retraite sont ruinées 2017-2020 au plus tard selon un rapport de la Cour des comptes. Mais ce n'est pas la faute des syndicats qui gèrent très mal ces caisses, mais celle des salariés, bien sûr. Ne cherchez plus le voleur qui dévalisera votre compte en banque, c'est le directeur de votre agence. 8, 15, 20%, on ne sait pas encore, mais vous paierez avec vos deniers le renflouement des banques qui spéculent avec vos économies. Les profits, c'est pour eux, les dettes, c'est pour tout le monde. Immigration, colonisation, la Méditerranée est la fausse commune des candidats à l'immigration et celle de l'Europe qui a tout fait pour succomber à une vague sans cesse grandissante d'immigrés clandestins. Pourtant, la fermeté prônée par l'Australie a réduit tout autant le nombre de morts que le nombre d'immigrés. South Stream, on ne devrait jamais provoquer les Russes dans une partie d'échecs. L'Europe, en niant sa partie continentale russe, se retrouve désormais sous le contrôle de la Turquie. Y a-t-on vraiment gagné? Et pour finir, les prochains rendez-vous du Parti de la France sont d'actualité et l'élection législative partielle dans le Doubs où Aldé Vinci et Christophe de Villers porteront les couleurs du Parti de la France les 1er et 8 février prochains. Le 1er janvier est l'occasion habituelle des hausses tarifaires que les services publics, l'État et les grandes régies espèrent bien vous faire passer incognito dans des lendemains qui déchantent. Côté transport, SNCF et TER, afin de financer les jours de grève payés des cheminots et les retards de plus en plus conséquents, ils augmentent leurs billets de 2,6%. La RATP a décidé de se goinfrer un peu plus de 4,6%. On en viendrait presque à féliciter les taxis qui se contentent d'un seul pourcent. Les sociétés d'autoroutes n'augmenteront leurs tarifs qu'au 1er février, 0,57%. Autoroutes qui, rappelons-le, ont été entièrement financées par les impôts et les usagers depuis 40 ans. La Cour des comptes a d'ailleurs, dans un récent rapport, violemment condamné ce racket indu des automobilistes. Si vous voulez vous plaindre de ces hausses tarifaires, préférez l'email à la traditionnelle lettre oblitérée car la Poste augmente carrément de 15% son timbre-lettre en la portant à 0,76 centimes. Pour les anciens, ceux qui ont connu le franc d'avant 2001, cela porte l'envoi à 5 francs 06. Le même service coûtait justement en 2001 3 francs, soit 46 centimes d'euros. Même le réflexe de tout brûler vous coûtera plus cher. L'État, qui plombe nos relations commerciales avec la Russie, premier exportateur de gaz en direction de l'Europe, par des sanctions aussi contre-productives qu'injustes, a décidé de multiplier par 2 la TICGN, une taxe sur le gaz. Vous ne profiterez même pas de la baisse historique des cours du pétrole puisque l'écotaxe a été transférée des camions aux voitures par une nouvelle taxe de 2 centimes en 2015 qui sera multipliée par 2 en 2016. D'ailleurs, en catimini entre Noël et le jour de l'an, l'État a conclu un accord avec la société qui devait gérer les fameux portiques en lui allouant une indemnité compensatoire de 900 millions d'euros que le contribuable paiera. Il serait juste que les députés et les ministres qui ont mis en place ce délire fiscal paient de leur poche. Mais bon, ne rêvons pas. Au passage, tout de même, soulignons qu'avec le prix actuel du baril de pétrole, si la baisse avait été répercutée avec autant de célérité que les hausses le sont, vous devriez payer le litre de gasoil 70 centimes d'euros et le litre de samplon 95, 85 centimes. Mais c'est oublier que l'État prend entre 56 et 62 centimes d'euros sur chaque litre de carburant, soit entre 50 et 60%, alors que la marge des distributeurs n'est que de 1%. Taxes qui augmenteront dès le 1er avril de 2,5 centimes, non pas à cause de l'écotaxe, mais de la taxe carbone. Faut suivre. Une chose est sûre, cochon de payeur vous étiez en 2014, cochon de payeur vous restez en 2015. Les retraités devront subir une hausse de la CSG de 3,8 à 6,6%, soit en moyenne plus de 30 € par mois ou 360 € par an.
Pour les salariés, les cotisations aux caisses de retraite Agirc et Arco augmentent de 0,1%. Et nous rentrons là dans des sujets peu développés dans les médias dominants et qui nous serviront de colonne vertébrale économique pour ce journal, à savoir la faillite des caisses de retraite et le fait qu'aujourd'hui, votre argent n'a jamais été aussi menacé que dans les coffres de votre banque. Nous verrons ça dans les 2 prochains sujets. Quant à la finalité de toutes ces hausses, on a du mal à en comprendre le sens. Jamais les services publics n'ont été aussi déficients. Jamais le déficit de l'État n'a été aussi conséquent. Aucune remise en cause de ces dépenses somptuaires. D'un côté, l'État emprunte 9 milliards en urgence sur les marchés bancaires dans les derniers jours de l'année pour faire face à ces impayés. De l'autre, par exemple, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, augmente de 10 000 € l'indemnité de responsabilité des recteurs d'académie, la portant de 15 200 à 25 200 €. Responsable de quoi? D'avoir fait de l'éducation nationale une fabrique à crétins, totalement ignorants de leur histoire et de leur identité, conditionnés pour le métissage et la consommation compulsive? Ce n'est pas 10 000 € de primes qu'il fallait leur servir, mais plutôt 10 ans de bagne. Les vœux de celui qui squatte l'Élysée n'ont rassuré personne. À l'image de ce bureau vide de tout dossier, Hollandouille Ier n'a de prise sur rien. Non seulement il n'a aucune solution, mais il n'a pas même une analyse sérieuse de la situation. C'est un autiste. Tout s'effondre autour de lui. Les tableaux sont saisis, les colonnes se fissurent, les chaises sont brûlées dans la cheminée. Mais la grande cause nationale française de 2015 sera la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Et à part ça, rien. Si, pardon, je suis partiale, Paris accueillera en 2015 la conférence sur le climat. Alors là, que dire de plus? Nous sommes sauvés. Il serait peut-être temps de la sonner, la retraite, car une bérésina s'annonce. Retraite complémentaire, la faillite, c'est pour demain, c'est le constat de la Cour des comptes qui vient de casser le signal d'alarme à force de tirer dessus. La cessation de paiement de l'Agirc et de l'Arco, les caisses de retraite des cadres et des salariés du privé, est prévue pour 2017-2020, dans 2 ans, soit 10 ans plus tôt que les projections initiales des plus pessimistes le laissaient craindre. Résultat, il faut impérativement trouver entre 6 et 10 milliards d'euros d'ici 2017 pour assurer leur pérennité. Je cite le rapport de la Cour des comptes. L'épuisement des réserves à échéance rapprochée semble inéluctable. Pour les 18 millions de salariés concernés en Arco et surtout 4 millions de cadres, cette prédiction est d'autant plus inquiétante que la part complémentaire de leur pension avoisine souvent 30%, 50%, voire davantage de leur retraite globale. Pourquoi la France se retrouve-t-elle placée au pied du mur sans avoir anticipé une échéance pourtant prévue depuis longtemps? Tout simplement parce que la gestion des retraites est aux mains d'individus n'ayant aucune légitimité, les fameux partenaires sociaux. Qui sont-ils? D'un côté, vous avez les syndicats, CGT, FO, CFTC, CFDT, CFE-CGC. Ils représentent moins de 7% des salariés français. En fait, 13% dans la fonction publique et moins de 4% dans le privé, c'est-à-dire ceux qui sont directement concernés par la réforme des retraites complémentaires. Ces syndicats se partagent également, je vous le rappelle, 4 milliards de subventions publiques par an. De l'autre, le patronat, le MEDEF, la CGPME et l'UPA. Sur le papier, on a la fine fleur des entreprises françaises. Dans la réalité, c'est une caste qui n'est pas reconnue par les dirigeants des PME, principaux employeurs de France. Selon un sondage OpinionWay de novembre 2009, 59% des patrons de PME et artisans ne se reconnaissent pas dans les syndicats patronaux. Le même sondage indique d'ailleurs que 67% des salariés de ces entreprises ne se reconnaissent pas dans les syndicats de salariés. Ce sont pourtant eux qui seront directement concernés par les décisions prises par ces fameux partenaires sociaux. Notons au passage que les organisations patronales, elles, touchent 1,5 milliard d'euros de subventions annuelles. Mais les partenaires sociaux touchent aussi directement des fonds paritaires, c'est-à-dire de l'argent provenant de ces caisses de retraite complémentaires qu'ils sont censés gérer. Censés gérer, car ils n'ont rien fait quand l'État a commis un véritable hold-up en 2010 en prélevant 6 milliards d'euros des caisses de l'Agirc et de l'Arco pour les transférer sur les comptes de l'Ircantec, l'organisme en charge des retraites complémentaires des fonctionnaires.
principaux pourvoyeurs des bataillons syndicalistes. On voit à quel point le système français est vérolé, irréformable et à la limite d'un système de corruption généralisée. Les principaux intéressés, les salariés du privé et les retraités du privé, eux, ne sont jamais à la table de ceux qui bradent leur pension ou leur pouvoir d'achat. Censé gérer, car la Cour des comptes dénonce aussi la gestion coûteuse et peu efficace de ces organismes. 2,7% des montants des cotisations recueillies servent au fonctionnement. Ce coût très élevé est en partie lié à la profusion des structures. L'ARCO a longtemps compté 83 institutions de retraite complémentaires, IRC, toutes administrées de manière paritaire. Les principales IRC sont l'AG2R, la Mondiale, Humanis, Malakoff Médric, etc. Si leur nombre a quelque peu baissé, il reste important. Autre problème, avant 2001, rien ne garantissait à une entreprise que le volet ARCO et AGIRC seraient traités dans le même groupe de protection sociale. En dépit des progrès effectués, 410 000 entreprises et près de 2,9 millions de salariés étaient encore gérés par deux groupes distincts en 2012. C'est ce que note la Cour des comptes. La fusion des régimes permettrait d'éviter certains surcoûts et simplifierait la vie des entreprises. Quant aux salariés des centres de gestion des deux caisses, ils sont bien mieux lotis que ceux qui gèrent la retraite de base de la Sécu. Ainsi, l'écart de rémunération moyen entre la GIRC-ARCO et la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, est de 25% à ancienneté égale, soit un différentiel de coût de 200 millions d'euros par an. La Cour des comptes note au final que les coûts de gestion sont supérieurs de 20% à ceux de la CNAV. Tout ça pour un service qui, lui, n'est pas irréprochable, loin s'en faut. Le rapport de la Cour des comptes souligne en effet qu'en 2012, près de 10% des assurés AGIRC et 20% des assurés ARCO faisaient l'objet d'une liquidation erronée de leur pension. En dépit d'un mieux, ce taux avoisine toujours les 15% à l'ARCO. Dans les 3/4 des cas, tout régime confondu, les erreurs se font au détriment des assurés. En 2013, ce sont 265 millions d'euros qui n'ont pas été versés à des allocataires qui y avaient droit. Du côté des délais de paiement, cela coince aussi depuis la mise en place du dispositif sur les carrières longues de 2012. En 2013, le délai moyen dépassait même 100 jours dans certains centres de retraite complémentaires. Enfin, faute de contrôle, des cotisations s'évaporent dans des proportions inquiétantes. Le manque à gagner concernant le seul travail illégal serait de 2 à 2,5 milliards d'euros par an. Entre autres raisons, les contrôleurs de l'URSSAF ne communiquent pas aux IRC les résultats des redressements effectués. Lorsque l'URSSAF décèle un travailleur dissimulé, elle redresse les cotisations maladie ou chômage, mais jamais les cotisations au titre de la retraite complémentaire. Et ce, malgré une loi de 2007 qui le prévoit. Curieusement, la Cour des comptes ne prévoit pas d'autre solution que l'augmentation des cotisations, c'est fait, depuis le 1er janvier, et le rallongement de la durée de cotisation, et donc une prise de retraite retardée. Il y a pourtant une solution toute trouvée dans tous les chiffres que je viens de vous énoncer. Tout d'abord, retirer aux partenaires sociaux la gestion des caisses de retraite. Et enfin, couper les subventions publiques aux syndicats et au MEDEF. L'État économisera ainsi 5,5 milliards par an, soit 22 milliards d'ici 2020. C'est 2 fois plus que nécessaire pour sauver les retraites complémentaires. L'État français pourrait même revaloriser les pensions de retraite. Une dernière information, tous ces éléments de réflexion sont dans un rapport parlementaire de la précédente mandature, le rapport Perruchot. Mais il a été interdit de publication. C'est ballot. Ce n'est plus une utopie ou la blague en cours sur les chypriotes. L'Europe l'a acté. Les banques en difficulté pourront ponctionner les comptes de leurs clients pour se refaire exactement comme à Chypre en mars 2014. À cette époque, on se gaussait des clients russes, principales victimes de cette spoliation, mais aujourd'hui une question se pose. Faut-il se précipiter à la banque et vider son compte? Rassurez-vous, cela n'arrivera pas avant 2016. Enfin, c'est ce qui est dit. Pour sauver des banques, ou mieux le système bancaire mondial, la théorie voudrait qu'il faille des mois ou des années au vu du nombre de protagonistes impliqués. Seulement voilà, si les hommes, les femmes et les enfants qui se font massacrer au Donbass par les milices nazies européennes peuvent attendre, l'économie mondiale, elle, non.
Si demain, une nouvelle crise, d'ailleurs la question est moins si que quand, survient et que les banques, comme on s'y attend, se retrouvent à nouveau en première ligne, les chefs d'État des grands pays industrialisés qui représentent 80% de l'économie mondiale, en gros le G20, n'auront que quelques heures pour intervenir. Et dans l'urgence, il n'y a que deux solutions, le buy-in par l'opposition au buy-out. Le buy-out, c'est ce qui a été fait en 2008. Quand les États sont venus au secours de leurs banques en leur prêtant massivement de l'argent, en entrant à leur capital ou carrément en les nationalisant. C'est l'argent public, du moins la garantie apportée par les États qui ont emprunté pour refinancer les banques, qui a sauvé les banques. Il n'a fallu que quelques heures pour décider des modalités du sauvetage, quelques jours pour les mettre en œuvre. Mais voilà, ça c'était en 2008. En l'état actuel des finances publiques et surtout de leur taux d'endettement, les États ne peuvent plus prendre le risque de devoir à nouveau intervenir pour sauver les banques et de couler avec elles. Ce ne serait d'ailleurs plus crédible. En 2016 donc, ce seront les actionnaires des banques, puis les détenteurs d'obligations et enfin les déposants qui seront mis à contribution. C'est le buy-in. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, voici en substance ce qui se passera le jour où les banques seront en difficulté. Constatant l'impasse dans laquelle la banque A se trouve, menaçant par contre-coup les banques B et C, les autorités décideront de chercher l'argent là où il se trouve. Première hypocrisie, histoire de sauver les apparences, ce serait aux actionnaires des dites banques de payer. J'avoue ne pas avoir bien compris comment l'on irait prendre du cash aux détenteurs d'actions des banques en question alors même que les cours des dites banques seront forcément en chute libre, voire suspendus. Non, là où l'argent se trouve, si vous aviez encore un doute, c'est sur votre compte en banque. Et pour le coup là, c'est facile. Le directeur de la banque, équipé de son mot de passe de super administrateur, n'aura qu'à taper un ordre sur son ordinateur et ponctionner les comptes de ses clients. De combien? Le texte européen prévoit d'autoriser jusqu'à 8% de confiscation. Mais si cela ne suffit pas et que la banque coule malgré tout, plutôt que de devoir honorer la garantie des dépôts bancaires plafonnés à 100 000 €, il sera bien plus rationnel pour l'État et les autorités bancaires d'autoriser une confiscation par palier, comme à Chypre. À Chypre, les dépôts supérieurs à 100 000 € ont été taxés à 37,5% et dans certains cas jusqu'à 60%. Nul doute que de 8%, le plafond autorisé par l'accord européen, on n'hésitera pas à monter à 10, 15 ou 20%. Ou bien, moins douloureux, à passer 2 fois à quelques semaines d'écart tout en bloquant les sorties d'argent liquide entre les deux, les distributeurs se contrôlent aussi à distance. Prévoir un plan de sauvetage pour les banques est évidemment responsable, mais là où le bât blesse, c'est que les règles de fonctionnement des banques n'ont, elles, pas vraiment évolué. D'un côté, elles prennent des risques pour faire de la spéculation financière de l'argent facile. De l'autre, elles ne jouent pas leur rôle dans l'économie réelle, refusant de financer les entreprises, les particuliers et l'innovation, tout en comptant sur les dépôts pour se sauver au cas où elles perdraient en spéculant. Dans une grande banque, quelques centaines de personnes, pour ne pas dire quelques dizaines, jouent avec l'argent des millions de clients en le plaçant sur les marchés sur des produits à haut rendement mais à fort risque. Et dans le même temps, des milliers de conseillers bancaires, conseillers d'entreprise comme de particuliers, rechignent à accorder un prêt car les règles de prise de risque de la banque ont changé. On préfère espérer gagner 50% ou les perdre sur un placement que de n'en gagner 3 ou 4% avec un risque pourtant très limité. Alors même que c'est la fonction première de la banque d'accompagner l'économie réelle et non pas de jouer avec des milliards à l'aide d'ordinateurs ultra puissants sur des marchés boursiers virtuels. En 2016, au plus tard et très certainement bien avant, votre compte en banque pourra servir à sauver une banque dont les turpitudes dans l'économie virtuelle auront précipité la chute. À vous de voir si vous vous sentez solidaire. Vendredi 2 janvier, la marine italienne a pris le contrôle de l'Esadine, un cargo battant pavillon sierra-léonais. 450 passagers clandestins y avaient été abandonnés par leurs passeurs. 2 jours auparavant, c'était le Blue Sky M et ses 800 immigrés illégaux qui étaient pris en charge par les gardes-côtes de la péninsule. Une accumulation qui illustre la croissance préoccupante du nombre de candidats à l'asile en Europe,
fuyant le plus souvent les terres brûlées du Moyen-Orient comme l'Irak et la Syrie. Entre avril 2013 et mars 2014, près de 400 000 demandes d'asile ont été comptabilisées par Eurostat, dont 122 000 environ en Allemagne, près de 60 000 en France et 56 000 en Suède. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Italie est confrontée depuis plusieurs années à un afflux croissant de clandestins qui tentent de gagner l'Europe par la Méditerranée au péril de leur vie, au rythme d'environ 400 arrivées par jour. Une tendance qui s'est renforcée avec la mort de Kadhafi lorsque le verrou de la Libye a sauté sous les bombes de l'OTAN. Mais une tendance encore plus récente est le recours à des bâtiments beaucoup plus gros, comme les 2 navires concernés cette semaine qui permettent d'entasser des centaines de candidats à l'immigration illégale. Ils semblent également provenir en majorité de la Turquie, armés par les passeurs des mafias qui sévissent sur les côtes albanaises, turques et désormais syriennes. Le 20 décembre, les gardes-côtes italiens secouraient ainsi au large de la Sicile, selon l'agence de presse italienne ANSA, quelques 800 migrants, principalement syriens, à bord d'un cargo de 70 mètres abandonné par son équipage, lequel avait déclenché le pilote automatique. La grande majorité des clandestins arrivent par la mer. La pression est la plus forte par la Méditerranée centrale, entre la Libye, la Tunisie et le sud de l'Italie. D'après Frontex, il y a eu 134 272 franchissements illégaux de frontières entre janvier et septembre 2014, soit 3 fois plus qu'en 2013. Il y a eu 34 069 entrées par la Méditerranée orientale via la Turquie et la Grèce. Et par contre, on observe une diminution des arrivées depuis la Méditerranée occidentale vers l'Espagne avec 6 131 entrées et surtout par les Canaries avec 224 entrées. Les entrées par la terre sont beaucoup plus faibles, plus de 12 000 depuis les Balkans et un peu plus de 600 depuis l'Europe de l'Est. Le pire, c'est que c'est la propre politique européenne de gestion de ces bateaux de migrants qui est la cause de leur plus grand nombre. Les passeurs ont su vendre l'opération Mare Nostrum. Cette opération avait été lancée en octobre 2013 après la mort de 400 personnes dans 2 naufrages au large de l'île sicilienne de Lampedusa et de Malte, pour éviter la répétition de tels drames. Dans une certaine mesure, plus le bateau transporteur de clandestins met en danger la survie de ses passagers, plus il a de chances d'être recueilli dans le cadre de cette opération Mare Nostrum. Déjà responsable de cet afflux de clandestins par des opérations de déstabilisation qu'elle a menées en Syrie, en Libye et en Irak, l'Europe l'est aussi pour sa gestion de crise. Pourtant, la fermeté paye. Le nombre de réfugiés ayant trouvé la mort en essayant d'atteindre l'Australie a considérablement baissé, selon un rapport de l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, depuis le changement de gouvernement et le durcissement de la politique d'immigration l'année dernière. Ce rapport de 212 pages fait état d'un seul réfugié ayant trouvé la mort en 2014, celui de Reza Berati, un Iranien de 23 ans, qui a été tué lors des émeutes de Manus en février. Ce seul décès enregistré est à mettre en parallèle avec les 212 morts en 2013 et les 356 morts en 2012 lors de l'arrivée massive d'embarcations de réfugiés sous le gouvernement travailliste avant que Kevin Rudd, revenu au pouvoir l'an passé, ne réinstaure les contrôles en mer. Un durcissement des politiques gouvernementales qui comprend l'interception des embarcations en mer, leur reconduction vers le large ainsi que les dispositions prises pour assurer le retour de ces populations. Un porte-parole du ministère de l'Immigration, Scott Morrison, a déclaré à l'issue de la publication de ce rapport, je cite, « La politique de protection des frontières du gouvernement a toujours eu pour objectif de sauver des vies. Nous avons tous pu constater les conséquences dramatiques qu'ont eues les mesures de faiblesse appliquées par le gouvernement précédent. Nous obtenons les résultats que nous annoncions, sauver des vies en mer. Ceux qui continuent à s'opposer à notre politique sont dans un déni terrifiant, car s'il leur était possible, ils restaureraient les mesures qui ont été responsables de la mort de plus de 1000 personnes en mer. L'OIM rapporte que 3072 migrants auraient succombé en Méditerranée, ce qui représente 75% des migrants décédés dans le monde, et ce qui en fait la mer la plus mortelle pour les migrants. Il n'était que 700 en 2013. L'OIM estime qu'en 2014, il y a eu 4077 morts de migrants dans le monde. En plus des morts en Méditerranée, il y en a eu 250 en Afrique de l'Est, 230 à la frontière Mexique-États-Unis, 205 dans la baie du Bengale, 123 dans la Corne de l'Afrique, 70 en Asie du Sud-Est, 56 dans le Sahara, 45 dans les Caraïbes, 17 en Afrique du Sud et 8 autres. On voit très bien où se situe la pression migratoire.
Alors, il serait peut-être temps pour nos pseudo-élites de lire Le Camp des Saints de Jean Raspail. Il y a un mois, le PDG de Gazprom, Alexei Miller, annonçait l'abandon du projet South Stream, un gazoduc géant qui devait approvisionner l'Europe en gaz russe via la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Italie. La Russie prenait cette décision en raison, je cite le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, des positions non constructives de l'Union européenne. Et coup de théâtre, la Russie signait un contrat historique avec la Turquie, déviant le gazoduc déjà construit en mer Noire vers la Turquie. Dissociant les questions politiques qui opposent la Russie et la Turquie sur les questions de l'Ukraine, de la Syrie et de Daesh, Vladimir Poutine enfonce un coin dans l'OTAN et sépare un peu plus Erdogan de ses alliés. Pour l'Europe, c'est un suicide collectif. Rien que la Bulgarie perdra 400 millions de dollars par an. Et l'Europe dans son ensemble perdra au moins 2,5 milliards de dollars. La Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Italie et la Macédoine auraient pu percevoir des centaines de millions de dollars pour le transit du gaz et se seraient donné des milliers d'emplois, sans parler de la remise sur le prix du gaz. Mais c'est une volonté délibérée que celle de ne pas approvisionner en hydrocarbures russes les régions que la bureaucratie et les élites financières européennes n'ont pas l'intention de développer. Il s'agit des Balkans et du sud du continent européen qui, selon les fonctionnaires de Bruxelles, n'ont pas besoin de gaz. Développer les capacités industrielles de ces régions, c'est les mettre en concurrence directe avec les industries du Nord, notamment allemandes. Que les Balkans cultivent des cornichons, ça va. Mais se mettent à produire des machines-outils, c'est autre chose. D'autant que l'Allemagne profite, elle, à 100% du gazoduc Nord Stream qui arrive directement sur ses côtes via la Baltique. Pourtant, se voir privé du contrôle du robinet du gaz, qui est désormais entre les mains de la Turquie, n'est pas sans risque pour l'Europe. Alexei Miller l'explique. L'Union européenne a offert à la Turquie le robinet du gaz. La Turquie devient un grand pays de transit. Plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz russe transiteront par son territoire. Cela rehaussera le statut géopolitique d'Ankara dans la région. La Turquie sera de fait un centre de distribution comme l'Allemagne dans le nord de l'Europe et comme l'était l'Ukraine au centre du continent. Fin de citation. Peut-être consciente de son erreur et de s'être fait duper par les USA, car elle dépend désormais de son gaz de schiste, plus onéreux et moins disponible, l'Europe a relancé son projet fumeux de corridor gazier sud, qui mise sur le développement des gisements gaziers au large de Chypre, de la Turquie et d'Israël. On en vient même à se demander si le chaos organisé en Ukraine, véritable plateforme de distribution du gaz russe en Europe, n'avait pas, au fond, que cette finalité. L'implication d'oligarques très liés à l'État d'Israël entretient des doutes des plus acceptables pour ceux qui conçoivent la géopolitique comme une partie d'échec à long terme. En effet, le développement de ce gisement prendra près de 20 ans. En reniant sa partie continentale, en refusant la main tendue par la Russie depuis une quinzaine d'années, l'Europe s'est de facto placée entre les mains de nations qui ne lui veulent pas obligatoirement du bien ou tout du moins dont les intérêts ne coïncident pas forcément. À court terme, la Turquie, à long terme, Israël. Nous voilà bien avancés. Voici qui termine cette 7e édition de Réinfo. Vous avez des informations ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'inscrit sur votre écran. Le Parti de la France continue de se structurer avec la nomination de Jean-François Vandeville, 55 ans, marié et père de 2 enfants, qui occupe désormais les fonctions de délégué du Parti de la France pour la Flandre maritime. Cet assureur militant de la droite nationale depuis 1983 est l'un des nombreux déçus du néo-Front National de Marine Le Pen, où les arrivistes et les courtisans sont préférés aux militants fidèles et désintéressés. Jean-François Vandeville aura en charge l'activité militante du Parti de la France en Flandre-Maritime, l'arrondissement de Dunkerque. Il sera assisté dans sa tâche par 2 adjoints, Michael Crockert, 32 ans, nouveau délégué du Parti de la France pour le canton de Coudekerque, et Sébastien Duez, 38 ans, nouveau délégué du Parti de la France pour le canton de Wormhout. Vous pouvez les contacter aux coordonnées qui s'affichent au bas de votre écran.
Thomas Joly, secrétaire général du mouvement, animera plusieurs réunions pendant ce mois de janvier, le 16 à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire et le 17 à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Notez dès à présent que la Marche pour la vie lance sa 10e édition qui aura lieu le dimanche 25 janvier à Paris et nombreux seront les cadres et les militants du Parti de la France qui y participeront. Enfin, une élection législative partielle se tiendra les 1er et 8 février prochains dans la 4e circonscription du Doubs. Le siège est laissé vacant par Pierre Moscovici, parti se vendre à Bruxelles. C'est une élection importante car il pourrait coûter sa majorité absolue au gouvernement. Aldé Vinci et Christophe de Villers porteront les couleurs du Parti de la France et animeront une équipe de militants dotés de nombreux documents de campagne. Nous recevrons Christophe de Villers dans notre prochaine édition, mais si vous désirez leur apporter une aide supplémentaire, n'hésitez pas à les contacter via l'email qui s'inscrit en bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Réinfo le lundi 19 janvier prochain. En attendant, suivez l'actualité du Parti de la France sur son compte Twitter.